On va faire une conférence sur le métier d'acheteur, sur sa place dans l'achat il y a 30 ans et son rôle aujourd'hui au sein d'une entreprise. Et donc voilà, donc Edgar, je te passe le micro. Donc moi je suis Edgar, donc je suis actuellement étudiant en MAI, en dernière année en Master of Science, c'est-à-dire le programme entièrement en anglais. Et aujourd'hui je vais vous parler des achats, donc entre les enjeux entre révolution et innovation. Donc pour commencer, pour introduire le métier d'acheteur, j'aimerais revenir dans un premier temps à la préhistoire. En tout temps, les hommes ont commencé de la négociation, que ce soit en échangeant par exemple des peaux de bison contre des kilos de patates. Et à ce moment-là, lorsqu'un échange devait se faire, il y avait déjà une notion stratégique et un enjeu assez important. Il fallait être sûr de ne pas perdre une valeur monétaire lorsque nous allions échanger. À ce moment-là, le métier d'acheteur était né. Il y a encore 30 ans, le métier d'acheteur était encore vu comme une personne qui était un cost killer. Alors le cost killer avant était vu comme une personne qui recevait un cahier des charges donné par son entreprise. Il devait ensuite trouver les produits qui étaient référencés, les négocier et acheter. C'était la seule chose qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'enjeu stratégique, il devait vraiment juste diminuer les prix, quitte à ne pas penser à un enjeu éthique, social et ne portait pas forcément d'innovation dans son métier. Ensuite est venue une nouvelle technologie qui ont permis de moderniser le monde et aussi le métier d'acheteur. Donc pareil, avant, un acheteur, c'était une personne qui allait à un salon, qui allait trouver des fournisseurs dans son salon, qui allait récupérer des cartes de visite, avoir avec des catalogues de prix. Ensuite, lorsque les produits étaient intéressants pour l'acheteur, il allait envoyer des courriers par recommandé afin de passer une commande. Comme vous le savez aujourd'hui, tout ça, ça a pu être changé grâce aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, il suffit d'envoyer un mail, utiliser un fichier Excel. Avec le fichier Excel, nous pouvons faire une recherche V pour retrouver les prix en 2 secondes et pouvoir faire de la négociation. Tout ça a permis vraiment d'accélérer le travail et de changer le métier. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle d'acheteur, on va parler de quelqu'un qui va pouvoir innover, c'est-à-dire trouver une innovation dans le produit. Donc c'est à ce moment-là que l'acheteur va essayer de parler avec le marketing afin de connaître la demande des clients. Lorsqu'il va avoir une bonne définition de la demande de ses clients, il va pouvoir contacter son fournisseur pour trouver une solution qui pourrait être utile avec le bureau d'études pour produire un nouveau produit. Donc une fois que cette idée est réalisée, là on peut avoir une vraie valeur ajoutée afin de se démarquer de la concurrence. L'acheteur va aussi essayer de développer ses compétences et de trouver ses innovations assez rapidement afin de lancer le produit sur le marché de façon le plus rapide possible. Si le time to market, c'est-à-dire le temps pour mettre le produit en vente sur le marché, est plus rapide que la concurrence, c'est-à-dire que par exemple si on arrive à mettre 6 mois avant un concurrent un produit, c'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir vendre pendant 6 mois des produits en plus et donc avoir une très forte valeur ajoutée. Donc l'acheteur maintenant a vraiment plus une fonction support mais vraiment une fonction stratégique au sein des entreprises. Tout ça a aussi créé des nouveaux risques. Je pense que vous en doutez, les nouvelles technologies c'était très intéressant pour gagner du temps mais des nouveaux risques sont liés. Donc ça j'en parlerai par la suite. Donc les nouvelles technologies, la révolution, c'est aussi ce qui va être lié au CRM et au logiciel d'utilisation pour un acheteur. Les CRM, vous pouvez contacter votre fournisseur, mais aussi les parties prenantes de l'entreprise de manière rapide et avoir des process beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une question, le marketing pourra y répondre, donner son accord et avec la finance. Ça permet vraiment de rejoindre conjointement toutes les fonctions de l'entreprise. Ensuite, des logiciels d'analyse de coûts existent aussi. Je pense que, comme vous le savez, le taux de change va changer en fonction régulièrement tous les jours en fonction de la monnaie. En Russie, avant la guerre, c'était en fonction du baril du pétrole. La fluctuation du prix était très volatile et donc pour un acheteur, ça pouvait être assez complexe lorsqu'on venait à faire un achat. Parce que même si le contrat était signé, avec la différence de l'inflation par rapport au prix, il aurait pu avoir une forte valeur en plus. Donc ça, c'est quelque chose que l'acheteur doit vraiment prendre en compte et faire attention. Ensuite, la révolution aussi qui a lieu en ce moment, c'est plutôt la sous-traitance. Aujourd'hui, le fournisseur, l'objectif, c'est vraiment de l'intégrer au sein de la supply chain et au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui vont produire directement avec les entreprises, c'est-à-dire avec un fournisseur. Le fournisseur va vraiment être intégré, va produire le produit pour nous et on va pouvoir le vendre. C'est-à-dire qu'il y a quand même des entreprises maintenant qui ne produisent plus eux-mêmes leurs produits, mais les vendent. Donc c'est à ce moment-là que le fournisseur doit vraiment faire partie prenante de l'entreprise et avoir accès à toutes nos informations afin de pouvoir mieux se développer. Donc voici pour le premier point. Ensuite, l'acheteur, comme vous le savez aujourd'hui, les consommateurs ont changé de perspective, cherchent certes à acheter au meilleur prix, mais je pense qu'on a tous un peu cette idée d'avoir un produit écologique, on va essayer d'avoir des impacts environnementaux plus faibles. L'acheteur va vraiment essayer de réfléchir, comme vous le savez, par exemple, l'utilisation du plastique
peut être modifié par rapport au packaging par exemple. Donc l'acheteur va pouvoir par exemple donner un cahier des charges à ses fournisseurs afin que lui-même doive trouver une solution afin de produire de manière plus responsable et plus éthique. Ça, c'est vraiment des choses qui commencent à se mettre en place de plus en plus. Par exemple, on sait qu'il y a des emballages qui sont toujours en plus sur, par exemple, des fruits ou des choses comme ça qui n'ont pas forcément lieu d'avoir actuellement. Et donc, l'acheteur va vraiment pouvoir travailler avec le fournisseur grâce à ces cahiers des charges. Aujourd'hui, si on parle des risques, je pense que vous connaissez plusieurs risques. Par exemple, si je parle de la guerre en Ukraine, je pense que vous savez qu'il y a de nombreux risques. Donc, pour faire un schéma un peu plus simple, on va parler de la méthode Pestel, que je pense que vous avez peut-être déjà étudié en cours. Pour parler du premier point, donc c'est politique. Comme vous le savez, la guerre en Ukraine, c'est assez politique. Donc si avant vous achetiez en Russie, je pense qu'un acheteur devait vraiment rapidement se dire est-ce que je vais éviter de continuer à acheter en Russie parce que les frontières pourraient être fermées. Donc il y a ce côté-là pour être sûr d'avoir sa marchandise qui va être livrée à temps et pour pouvoir vendre les produits, parce que si les produits n'arrivent pas, on ne peut pas vendre. Donc une perte de chiffre d'affaires. Mais aussi, une entreprise peut facilement se retrouver politisée sans vraiment le vouloir. Si l'acheteur continuait d'acheter en Russie actuellement et que cette information était donnée, l'entreprise pourrait se retrouver boycottée. Une entreprise n'a pas forcément intérêt, sauf si elle le veut, à se politiser. On connaît des entreprises qui ont arrêté de travailler en Russie, mais si on continue d'acheter, on pourrait vraiment se retrouver comme boycotté, ou alors vraiment avoir, par exemple, une entreprise qui se dirait comme intérêt, qui porterait la Russie en avance, enfin en avantage. D'autres risques sont assez connus, comme celui du Covid. Ça, certes, c'est un risque qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais aujourd'hui, les entreprises qui ont réussi à le mieux se développer, c'est des entreprises qui ont réussi à réfléchir à des acheteurs qui se sont dit comment je peux me protéger de cette crise qui arrive, cette crise mondiale qui va toucher les ventes, le commerce. Aujourd'hui, si une entreprise avait réussi à avoir de la farine ou du beurre durant cette crise Covid, on sait très bien qu'il aurait réussi à vendre ses produits parce qu'en supermarché, il y avait des très grosses ruptures de stock. Si l'acheteur avait réussi à anticiper ce risque, à trouver un moyen de se faire livrer malgré ce problème, il aurait pu avoir des enjeux, des avantages concurrentiels énormes et continuer à vendre et faire croître le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que le métier d'acheteur ne va pas justement se limiter au simple fait d'acheter, mais avoir un enjeu stratégique afin de faire gagner de l'argent à une entreprise. Donc je voulais savoir après si vous aviez des questions, plus sous forme de table ronde concernant le métier de l'acheteur, ou si vous avez d'autres remarques à faire sur les révolutions ou innovations. Alors moi j'ai entendu dire que le métier d'acheteur, alors l'acheteur était pas seul, il était toujours en relation avec tous les autres secteurs de l'entreprise. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous confirmez? Pour compléter la question de Victoria, la relation entre notamment le service direction artistique, marketing, bureau de recherche et logistique. Je pense que c'est ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'effectivement, au sein de son entreprise, il doit tisser des relations interpersonnelles avec différents services pour pouvoir mener à bien ses projets et ses achats? Alors justement, ça va être l'un des objectifs principaux de l'acheteur. Et ce qui va être ce qu'on pourrait dire drôle, c'est que lorsque l'on va s'adresser au marketing et au bureau d'études, par exemple avec des personnes qui ont plus un profil ingénieur, côté matheux, avec une personne qui a un côté plus créatif, marketing, il faut justement réussir à les mettre en relation et à les faire se comprendre. Donc l'acheteur va vraiment au contraire être lié à tout ça et faire le rôle d'un peu d'intermédiaire afin de comprendre les enjeux de chacun et de réussir à les lier. Ça peut être assez difficile, surtout par exemple si on parle de packaging et quand le marketing va nous demander un verre précis d'une vraie couleur et que même un fournisseur va nous donner une autre couleur, de faire comprendre peut-être au marketing qu'il va y avoir une si grosse différence et que le consommateur par exemple à une vue ne verrait pas forcément cette différence. Donc là l'acheteur va vraiment être au centre de tous les secteurs de l'entreprise et même des parties prenantes que ce soit avec les clients et les fournisseurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, vas-y. C'est plutôt concernant l'école. Est-ce qu'il y a possibilité de faire une année sur un campus et de faire sa deuxième année sur un autre campus? Si tu veux, je peux répondre à la question. Ah, c'est bon, ça marche. Oui, c'est possible, mais quel campus? Vous voulez commencer par quel campus et terminer par quel campus? Et après, je te laisse répondre, Edgar. Par exemple, le campus de Marseille et puis partir sur Paris par la suite ou inversement?
Alors, je pense, comme vous le savez tous, Kedge a plusieurs campus, que ce soit à Marseille, que ce soit à Bayonne, même à l'étranger, à Dakar et en Chine. Malheureusement, le MAI n'est pas disponible dans ces campus. Il va être disponible seulement sur le campus de Bordeaux et Paris. Donc, à savoir que pour le M1, vous pouvez faire le programme qui est entièrement en anglais ou en français sur le campus de Bordeaux et Paris. Et pour le M2, pour de l'alternance, vous allez aller sur le campus de Paris. Si vous voulez rester en temps plein, ce sera sur le campus de Bordeaux. Et le programme entièrement en anglais sera aussi sur le campus de Bordeaux. Donc ça, c'est pour le moment ce qui se passe. On aura peut-être... voilà. Mais sinon, ça va être les campus principaux. Et après, vous pouvez bien sûr changer de campus entre les deux. Et aussi, beaucoup d'étudiants partent sur le principe de faire le parcours en anglais la première année avec le Master of Science, mais ils peuvent aussi changer en passant sur le parcours en alternance pour le M2 à Paris. Donc il y a toujours cette possibilité-là, si vous voulez vraiment garder un esprit, vous voulez quand même rester un peu plus linguistique et avoir un projet un peu plus international. Même si dans ce cas-là, on va peut-être recommander le Master of Science afin de travailler international, vu qu'on peut faire un stage de fin d'études. Et beaucoup d'entreprises vont nous recruter, nous, étudiants, à l'international. Vous pouvez toujours, grâce au MSc, en première année, avoir quand même un bon niveau en anglais, ce qui est assez important pour le métier d'acheteur. Bah, du coup, parle de ton recrutement chez Rekit, peut-être. Alors, au tout début de l'année, de cette année, en janvier, on a plusieurs entreprises qui sont venues nous recruter, nous, en Master of Science et Master spécialisé de temps plein sur le campus de Bordeaux. Donc, on a eu des bons partenariats. Donc là, il y a le groupe Rekit qui est venu nous recruter. Donc là, je vais avoir la chance en fin d'année de partir en stage en Pologne, dans la ville de Varsovie, pour faire un stage en achat. Donc là, ça sera spécialisé dans le secteur du transport maritime et aérien. Donc c'est quelque chose qui me plaisait pas mal. Et on a pas mal de groupes qui sont venus. Je sais qu'on est à peu près 50% de la promo à déjà avoir trouvé un stage alors qu'on est février. Donc ça, franchement, je pense que c'est une assez grande chance. Et ça, c'est ce que le MAI peut nous apporter. C'est vraiment un réseau et des entreprises qui nous font confiance et qui viennent. Donc ça, quand je suis arrivé à Kedge, j'avoue que j'y pensais un peu moins. Et je pensais pas que j'allais vraiment réussir à trouver mon stage comme ça, puisqu'on m'en parlait beaucoup. Mais on a vraiment un réseau qui est assez fort et on voit qu'ils cherchent des anciens MAI et que c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux par rapport à notre formation. Et je pense que ce qu'ils apprécient fortement chez nous, c'est notre côté innovation qu'on a, que certains masters n'ont pas. Et il y a beaucoup de masters, par exemple, qui vont avoir la double compétence supply chain et achat et vont peut-être avoir ce côté innovation en moins. Donc ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui rajoute un point supplémentaire. Concernant le diplôme, en fait, c'est un master ou un master? En fait, j'aimerais savoir la différence. Et, parce que souvent, on dit attention aux masters qui ne sont pas reconnus par l'État, etc. Donc, si vous pouvez nous en dire plus. J'y vais. Ok, donc le diplôme, c'est un titre RNCP de niveau 7. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont en alternance actuellement. Alors, si vous êtes en alternance, vous avez forcément un titre RNCP. Donc, ce n'est pas un master parce qu'il y a deux organismes qui vont reconnaître les diplômes en France. Le ministère de l'Éducation, donc tout ce qui est université, et le ministère du Travail pour tout ce qui est école. Donc, toutes les écoles passent par un master spécialisé, titre RNCP de niveau 7 quand vous le faites en alternance. Voilà. Si c'est reconnu par le ministère du Travail et en alternance, c'est reconnu a fortiori par les entreprises. Voilà. De niveau 7 égale équivalent à un bac plus 5. Voilà. Est-ce que c'était clair? Impeccable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour l'alternance, ça passe en anglais? Non, l'alternance se fait en français. Je sais qu'en alternance, il me semble qu'il y a un seul module, si je dis pas de bêtises. C'est un seul module. En alternance, il y a des cours en anglais. Il me semble que c'est un module. Et il y aura un seul module qui sera en anglais. Ça sera tout. Après, en tant qu'acheteur, je pense qu'il est assez nécessaire quand même d'avoir des bonnes connaissances en anglais. Donc ça, quoi qu'il se passe, on va quand même les développer. Ceux qui sont en initiale, en français, eux, ont plus des présentations d'entreprise en anglais. Donc eux ont plus de rapports avec l'anglais et avec des internationaux qui sont sur notre campus. Mais en tout cas, les cours sont sinon entièrement en français pour le temps plein, pour le master spécialisé. Oui, je te passe le micro. C'est quoi la modalité d'admission? Enfin, par exemple, là, c'est les achats internationaux. Du coup, est-ce qu'il faut passer le TOEIC, par exemple, au préalable ou... Alors, pour savoir, le TOEIC... Oula, je vais tomber. Alors, le TOEIC n'est pas demandé pour le master spécialisé, mais pour le Master of Science. Étant donné que si vous faites le Master of Science, vous allez avoir tous vos cours qui seront entièrement en anglais. Il vous est demandé minimum un TOEIC de 785 afin de certifier un niveau B2.
C'est pour certifier que vous pouvez suivre quand même des cours qui sont entièrement en anglais. Vous allez avoir des étudiants internationaux avec vous. Si vous n'êtes pas capable de communiquer avec eux, ça va être assez compliqué. Pour le master spécialisé, un niveau en anglais n'est pas demandé. Je pense qu'il est quand même recommandé quand vous allez faire un métier d'acheteur de savoir parler un minimum anglais, ce qui est assez important quand vous allez faire de la négociation. Mais sinon, ça ne sera pas demandé. Par contre, pour le dossier de candidature, ce qui va être commun pour les deux dossiers, ça va être votre CV, lettre de motivation. Donc pourquoi vous voulez intégrer le MAI, qu'est-ce que le MAI va vous apporter, donc ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, une fois que vous aurez soumis votre dossier de candidature, vous aurez un test écrit avec un test de personnalité dedans, et ensuite un entretien de personnalité classique, mais plus pour vous connaître et vous apprendre à savoir qui vous êtes, vous en tant qu'étudiant, et savoir vraiment si vous avez vraiment la mentalité d'un acheteur. Voilà. J'ai un souci. Ah non, c'est bon. Juste pour apporter une petite précision sur les modalités de candidature, donc évidemment CV, lettre de motivation, on vous donnera des brochures parce qu'il y a quand même quelques documents supplémentaires à apporter. Concernant le format anglais, le MSc, donc là on a principalement des étudiantes en licence, et vous monsieur qui êtes en dernière année d'études, si vous allez sur le format anglais, l'année de M1, un test d'anglais n'est pas demandé. Il n'est pas demandé, il n'est pas obligatoire. Par contre, si vous restez sur le format anglais sur le M2, effectivement, il vous faudra un score de 785 au TOEIC pour pouvoir justifier des prérequis nécessaires pour continuer vers le M2 en anglais. En anglais. Oui, du coup, c'est quoi déjà la différence entre le Master of Science, enfin il y a le coût déjà, si j'ai bien regardé. Ouais, la différence entre Oui, le Master of Science. Pour l'année de M2, oui, effectivement, le coût est différent. Pour l'année de M1, non. Le coût sur le format anglais et le format français elle est identique. Okay. Le MSc, il est destiné aux personnes qui ont envie de s'exporter. C'est-à-dire que si vous voulez, après votre diplôme, travailler à l'étranger, comme Edgar, lui, il va aller en Pologne, mais peut-être que demain, il sera à Amsterdam, ça permet une reconnaissance, en fait, internationale. Le niveau type Bac+5 est reconnu à l'international. Si demain vous allez en Angleterre ou aux États-Unis et que vous dites à votre manager que vous avez eu un titre RNCP, le titre RNCP, c'est France Compétences qui le valide. France Compétences établi, je vous fais la version vraiment courte, un cahier des charges qu'il faut respecter. Ils font une étude sur nos promotions sortantes pour savoir si la formation qui est délivrée correspond bien au métier qu'on cite et si la rémunération qu'on estime est bien la bonne. Okay, et en fonction de cette évaluation-là, ils nous délivrent un titre RNCP qui certifie que la formation est professionnalisante et qui montre une certaine excellence académique. Okay, si vous allez en Angleterre et que vous dites que vous avez un titre RNCP par un organisme français, il ne va pas forcément savoir à quoi ça correspond. Est-ce que c'est vraiment un niveau Bac+5? Est-ce que c'est vraiment des compétences managériales qui ont été développées? Est-ce que c'est vraiment des compétences techniques sur l'achat qui ont été développées? Il ne peut pas savoir. Parce que lui, il a un modèle anglo-saxon, entre guillemets. Le MSc, lui, permet de mettre à niveau sur les différents pays les modalités de prérequis de validation de diplôme et surtout de niveau scolaire. Voilà. Donc si demain votre but c'est d'être diplômé et de partir travailler à l'étranger, c'est mieux de partir sur un MSc. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est dans un stage à l'étranger. Voilà. Certaine cohérence dans son profil. Ça marche. Du coup, si on intègre en première année, qu'on justifie d'un niveau C1 avec le TOEIC, est-ce qu'on est obligé on passe automatiquement en M2, on peut faire notre M2 en anglais? C'est ça? On n'a pas besoin de justifier, ce sera pas... Ok. J'avais une question... Oui, du coup, pour les stages et l'alternance, est-ce que c'est possible, parce que c'est des partenariats en Europe ou il y en a également ailleurs, en Afrique ou en Amérique par exemple?
Alors pour de l'alternance, déjà, ça va forcément plus être en France. Si vous trouvez une alternance à l'étranger, il faudrait qu'ils suivent les réglementations françaises et ça va être assez compliqué. Donc quoi que se passe, si vous trouvez une alternance, je vous conseille de rester en France pour pas avoir des problèmes avec les contrats et pour avoir plus de facilité. Concernant les stages à l'étranger, pour le moment qu'on a, pour beaucoup, on reste en Europe. Ça, je le sais. En fait, si vous voulez sortir hors Union européenne, je connais des personnes qui ont trouvé des stages, par exemple aux États-Unis, c'est qu'ils avaient la nationalité américaine. Pourquoi c'est important? C'est qu'en fait, si on n'a pas la nationalité, l'entreprise doit nous sponsoriser et ça peut être assez complexe pour eux. Donc ça, vous aurez toujours la possibilité de trouver un stage à l'extérieur de l'Union européenne. Si jamais vous avez une autre nationalité, ça va faciliter les choses. Mais en tout cas, il y a quelques groupes en effet qui ont recruté à l'étranger. Et on a beaucoup d'étudiants, donc par exemple aussi, comme je dis, en Master of Science qui sont étrangers. Donc quand on dit étrangers, il y a aussi Tunisiens et Marocains. Donc s'ils arrivent à trouver un stage dans ces pays, ils ont aussi la nationalité, donc ça peut faciliter la chose. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais en effet, on a des partenariats un peu partout dans le monde. Et en plus des partenariats MAI, on a aussi les partenariats Kedge qui sont assez nombreux. Concernant l'aide financière, est-ce qu'il y a des bourses, des aides quelconques? Alors pour les bourses, je peux en parler. À Kedge, en fait, vous allez avoir plusieurs systèmes de bourses. Donc il y a la bourse, en effet, déjà la bourse Crous qui existe. Mais vous allez avoir les bourses pour les stages à l'étranger qui est aussi possible. Donc ça, c'est la bourse Erasmus que vous pouvez trouver aussi dans toutes les universités. Il y a aussi la bourse Kedge qui existe pour les étudiants les plus méritants ou alors qui en ont le plus besoin. Donc c'est un dossier à constituer et une aide l'année dernière, il me semble que de 2500 € était donnée aux étudiants qui en avaient besoin. Donc ça peut toujours aider. Et à savoir qu'à Kedge, on a aussi une chance incroyable, c'est d'avoir des offres en CDD. Donc moi j'en ai un aussi. Donc là par exemple, je suis en 19 heures par semaine à Kedge. Dans l'école et ça me permet aussi de financer ma scolarité. Je sais que par exemple en M1 ça aurait permis presque de financer totalement ma scolarité. Il y a déjà par exemple dans plusieurs services, donc là si je l'ai dit vous n'allez peut-être pas tous les connaître, mais au service on va dire projet de l'école, donc le Learning by Doing, pour le moment ça vous dit rien, mais il y a aussi des travaux que vous pouvez avoir à la bibliothèque, ce qui est assez intéressant parce que vous êtes quand même dans un environnement calme et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent aussi étudier en même temps qu'ils peuvent travailler. Moi je suis au service promotion, donc je vais aussi parler avec des étudiants qui sont intéressés pour le MAI. C'est assez intéressant. Et l'avantage aussi, c'est que les horaires sont complètement flexibles parce que l'école laisse toujours priorité aux cours avant le travail. Donc moi, par exemple, je travaille avec Lorraine ici présente et elle me laisse choisir mes horaires toutes les semaines tant que je vais respecter mes horaires sur une longue durée. Par exemple, quand je vais avoir des examens, elle va accepter que je pourrais ne pas travailler pendant une semaine afin de travailler mes examens. Donc ça, c'est une chance que je pense qu'on ne pourrait pas avoir quand, par exemple, j'ai travaillé dans un McDonald's, de forcément négocier, surtout quand il va y avoir des changements de cours de dernière minute. C'est compliqué à négocier, même en caisse, etc. Alors que là, vraiment, vu que Kedge, c'est notre école et qu'ils savent qu'on est d'abord étudiants, ils nous laissent toujours la priorité à nos études. Et ça, c'est vraiment une chance. Oui, c'est une question bête, hein, mais je me demandais si l'école était ouverte, par exemple 24 heures sur 24, s'il y avait possibilité d'utiliser les locaux, notamment la bibliothèque de nuit ou des choses comme ça. Alors de nuit, non. L'école est ouverte de 7h à 21h, 20h30, voilà, du lundi au samedi. Donc possibilité d'utiliser la bibliothèque jusqu'au samedi pour tout ce qui est salle de sport et cours de sport parce qu'on a en fait au dernier étage donc une salle de gym et on a aussi la possibilité d'avoir des cours collectifs de sport donc tous les jours. On a 2 coachs sur place et donc là c'est du lundi au vendredi. Sur le campus bordelais. Sur le campus de Bordeaux. Sur le campus de Paris, ils ont signé un accord avec une salle de sport qui est juste à côté, qui permet d'avoir un tarif vraiment très réduit pour les étudiants qui ont envie de s'inscrire à la salle de sport. Voilà. Oh là, ça marche plus. Si, ça marche. Oui, on n'a pas dit. Nous, on est basé sur le campus de Bordeaux. Hein. Le campus de Paris, non, il n'a pas ouvert l'année dernière. Il est à Bercy. Et par contre, on vient de l'agrandir là. On vient de l'agrandir de quelques milliers de mètres carrés. Voilà, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il est vraiment magnifique. Parfait. Ah, non, le campus de Paris existe depuis plusieurs années. Et justement, ça fait plusieurs années qu'il est juste pour les masters spécialisés.
Donc pour le moment, c'est le projet de Kedge de garder, je pense, les formations en master SP, parce qu'en fait, pour beaucoup, vous allez faire de l'alternance, et quand vous faites de l'alternance, quand vous êtes sur Paris, c'est quand même plus simple de rester sur Paris, plutôt que de devoir prendre 2 logements. Si par exemple vous étiez sur Marseille, certes vous pouvez trouver une alternance à Marseille, mais la majorité des étudiants vont trouver une alternance à Paris. C'est pourquoi l'alternance est privilégiée dans ce campus aussi. En fait, j'avais posé cette question parce que j'ai une amie qui a Kedge Business School à Marseille et elle fait son alternance à Paris en fait. Et du coup, c'est ça, je me suis dit c'est cool parce que ça nous permet de changer d'air entre guillemets, mais c'est vrai que financièrement, ça peut être quand même, enfin voilà, ça peut être assez lourd. Alors pour ça, je pense qu'elle est plus en programme grande école, donc ça c'est un autre programme. À savoir, je suis complètement d'accord que c'est compliqué, j'ai beaucoup d'amis qui le font, c'est compliqué comme on peut le dire, mais souvent quand vous faites ça, après pour beaucoup ils sont tous sur Paris, ils vont redescendre sur Marseille ou Bordeaux comme font tous mes potes, ils prennent un Airbnb ensemble et c'est la seule semaine où ils ont cours, donc ils se retrouvent tous ensemble et c'est justement pour eux c'est limite une semaine beaucoup plus chill qu'en entreprise. Donc certes ça va être, comme on peut dire, ça va être des coûts conséquents, mais comme vous êtes en alternance, bon, là c'est pour le PGE, vous ne payez pas la scolarité de la dernière année, vous êtes rémunéré. Donc quoi qu'il se passe, si vous partagez un Airbnb avec vos amis, ça va quand même être à moindre coût. Et c'est vrai que ça peut être embêtant d'avoir 2 logements en même temps, mais il faut juste prendre un logement secondaire pour de temps en temps. Et très souvent, il y a aussi des amis qui, par exemple, j'ai logé déjà plusieurs fois des potes qui redescendaient sur Bordeaux. Voilà. Mais après, quoi que se passe pour le MAI, si vous êtes sur Paris, que vous trouvez une alternance autre part, il y a beaucoup d'étudiants qui font ça et qui après redescendent sur Paris avec d'autres MAI qu'ils vont rencontrer. Là, au tout début de l'année, vous allez avoir une semaine d'intégration. Et justement, ça va être une bonne occasion aussi pour vous faire des amis. Donc si jamais vous n'avez pas une alternance sur Paris, quand vous communiquez, bah, c'est simple, mais ça va être tout bête. Mais je pense que vous allez tous faire ça. Parler, essayer de trouver un Airbnb ensemble, un abritel et voir, au contraire, ça peut créer des vrais liens. Et c'est super intéressant. Merci à vous. Décidément.